L'Amérique peut perdre le Canada sans tirer un seul coup de feu. Ça sonne absurde, presque impossible. Et pourtant, pour la première fois depuis plus de 175 ans de coexistence pacifique, un président américain a regardé le plus proche allié des États-Unis et a dit, sans hésiter, « Nous n'avons pas besoin du Canada. » Pas comme une provocation passagère, pas comme une blague, comme une certitude stratégique. Et c'est précisément là que le danger commence. Parce que si cette phrase était vraie, rien de ce que tu t'apprêtes à entendre n'aurait d'importance. Mais si elle est fausse, et tu vas voir qu'elle l'est, alors les conséquences ne sont pas théoriques. Elles touchent l'essence que tu mets dans ta voiture, l'électricité qui alimente ton quartier, la chaleur qui maintient des millions de foyers en vie l'hiver. Ce n'est pas une querelle diplomatique, c'est une question de dépendance vitale. Voici le paradoxe que presque personne n'affronte frontalement. Le Canada dépend énormément des États-Unis, c'est vrai. Mais l'économie américaine a été construite, pièce par pièce, sur l'hypothèse que le Canada serait toujours là, stable, fiable, silencieux. Quand Trump affirme « Le Canada dépend de nous », nous ne dépendons pas du Canada, il ne défie pas Ottawa. Il défie la réalité matérielle sur laquelle fonctionne son propre pays. Et ce qui rend ce moment si explosif, ce n'est pas la phrase elle-même, c'est ce qu'elle autorise. Car une fois que tu te convaincs que tu n'as pas besoin de ce dont tu dépends, tu peux tout justifier. Les tarifs, les menaces, la rupture, même l'idée, répétée ouvertement, que le Canada devrait devenir le 51e État. Ce glissement paraît rhétorique. En réalité, il est structurel. Mais voici le détail que les gros titres survolent et qui change tout. Cette relation n'est pas une question d'opinion ou de patriotisme. Elle est mesurable. Elle est chiffrée. Et quand on regarde les chiffres, calmement, sans slogan, une chose devient évidente. L'Amérique n'est pas en train de tester le Canada. Elle est en train de tester les limites de sa propre économie. Reste avec moi, parce que pour comprendre ce qui se passe vraiment, il faut commencer là où l'illusion d'indépendance américaine s'effondre toujours en premier. L'énergie. Et ce que tu vas découvrir à ce stade rendra cette phrase « Nous n'avons pas besoin du Canada » impossible à prononcer de la même façon. Avant d'entrer dans les chiffres, il faut cadrer ce qui est réellement en jeu ici. Pas un désaccord commercial isolé, pas une négociation musclée comme Washington en a mené des dizaines. Ce qui se déroule sous nos yeux ressemble à un test grandeur nature. Jusqu'où peut-on pousser un allié sans faire s'effondrer le système qui nous relie? Parce que quand Trump répète que les États-Unis n'ont pas besoin du Canada, il ne parle pas d'un futur hypothétique, il parle du présent, d'une économie américaine qui fonctionne aujourd'hui grâce à des flux constants, invisibles, que presque personne ne regarde tant qu'ils ne s'arrêtent pas. Et c'est exactement pour ça que cette histoire est dangereuse. Les dépendances les plus critiques sont toujours celles qu'on ne ressent pas, jusqu'au jour où elles disparaissent. Regarde la manière dont ce discours a été construit. D'abord, une affirmation simple, presque séduisante, « L'Amérique est autosuffisante ». Puis, une généralisation, « Si le Canada dépend de nous, alors toute pression est légitime ». Et enfin, une conclusion implicite mais lourde de conséquences, s'ils sont remplaçables, ils sont négociables. Cette logique paraît cohérente. Elle est pourtant basée sur une omission majeure, car le cœur de cette relation ne se situe pas dans les discours, ni même dans les échanges visibles aux postes frontières. Il se situe dans les infrastructures, dans des pipelines enterrés depuis des décennies, dans des raffineries conçues pour un type précis de ressources, dans des réseaux électriques interconnectés qui ne respectent pas les slogans politiques. Et c'est là que la narration officielle commence à se fissurer. Pose-toi une question simple, mais essentielle. Si les États-Unis ne dépendent vraiment pas du Canada, pourquoi l'énergie est-elle le premier secteur où toute rupture deviendrait immédiatement douloureuse? Pourquoi chaque menace commerciale fait-elle paniquer les marchés, les industriels, les États fédérés du Nord? Ce n'est pas de l'idéologie, c'est un signal. Et maintenant, regarde comment cette histoire bascule. Parce que dès qu'on quitte le terrain des déclarations pour entrer dans celui des flux réels, un chiffre surgit, puis un autre. Et très vite, l'idée d'une Amérique qui n'a pas besoin du Canada commence à ressembler non pas à une stratégie, mais à une fiction fragile. C'est ici que le récit se resserre. Et c'est ici que l'énergie devient le point de rupture. Alors, entrons dans le dur, pas des opinions, pas des intentions, des faits mesurables.
Chaque jour, sans exception, 4,1 millions de barils de pétrole brut canadien traversent la frontière vers les États-Unis. Pas certaines semaines, pas en période de crise, tous les jours. C'est plus que ce que les États-Unis importent de n'importe quel autre pays au monde. En 2024, le Canada a fourni 63 % de l'ensemble des importations américaines de pétrole brut. 63 %. Arrête-toi une seconde sur ce chiffre, parce que ce détail change tout. Près des 2 tiers de chaque baril étranger qui alimente les raffineries américaines vient d'un seul pays. Et ce n'est pas un hasard. Les grandes raffineries américaines, notamment le long de la côte du Golfe, n'ont pas été conçues pour traiter n'importe quel pétrole. Elles sont spécifiquement configurées pour un pétrole lourd, dense, riche en soufre, exactement le type de brut extrait des sables bitumineux canadiens en Alberta. Ce n'est pas une préférence. Ce n'est pas un choix politique. C'est une contrainte industrielle. Des dizaines de milliards de dollars ont été investis sur plusieurs décennies pour traiter ce pétrole-là, et pas un autre. Alors, quand Trump affirme que l'Amérique n'a pas besoin du Canada, il affirme implicitement autre chose, beaucoup plus radical, que les États-Unis peuvent remplacer, presque du jour au lendemain, plus de 4 millions de barils par jour d'un pétrole parfaitement adapté à leurs infrastructures. Et c'est ici que le récit officiel commence à se fissuré. Remplacé par quoi? Le Venezuela, sa production s'est effondrée. Le Mexique, elle décline année après année. Le Moyen-Orient, techniquement possible, mais à quel prix? Reconfigurer les chaînes logistiques, adapter les raffineries et surtout accepter une dépendance accrue envers une région où la stabilité se mesure en semaines, pas en générations. Mais remarque ce qui n'est jamais dit à haute voix. Personne n'explique comment cette transition serait physiquement possible sans choc massif. Personne ne détaille le coût, le délai ou les conséquences immédiates. Et surtout, personne ne dit ce qui se passe pendant cette période de flottement. Car l'énergie ne tolère pas le vide. Quand elle manque, tout le reste suit. Et le pétrole n'est que la première couche. Parce que juste derrière, une dépendance encore plus profonde apparaît. Une dépendance que des millions d'Américains ressentiraient directement, chez eux, en plein hiver. C'est là que l'histoire s'accélère. Parce que si le pétrole est le carburant de l'économie, le gaz naturel en est le système nerveux. Et là, les chiffres deviennent impossibles à esquiver. En 2024, le Canada a fourni 98 % de toutes les importations américaines de gaz naturel. 98 %. Ce n'est pas une dépendance partielle, c'est une dépendance quasi totale. Quand des millions de foyers du Midwest allument le chauffage en hiver, quand des centrales électriques du Nord-Est stabilisent le réseau pendant les pics de consommation, ce gaz arrive majoritairement par des pipelines canadiens. Des dizaines de liaisons construites sur plusieurs décennies. Enterrées, invisibles, indispensables. Ce genre d'infrastructure ne se remplace pas par un communiqué ou une signature présidentielle. Et voici le point que presque personne ne formule clairement. Cette dépendance ne se voit pas tant que tout fonctionne. Mais dès qu'elle est menacée, même symboliquement, tout le système devient nerveux. Les marchés réagissent. Les opérateurs énergétiques recalculent leurs marges. Les États frontaliers commencent à poser des questions très concrètes. Que se passe-t-il si le flux ralentit? Que se passe-t-il si le prix explose? Que se passe-t-il si, pour la première fois, le Canada utilise l'énergie comme levier? Maintenant, ajoute une troisième couche. L'électricité. Le Canada fournit 82 % de toute l'électricité importée par les États-Unis. Pas une minorité, pas un appoint, 4/5. Des États comme New York, le Michigan ou le Minnesota ne l'achètent pas par confort. Ils en ont besoin pour équilibrer leur réseau, éviter les coupures, absorber les pics de demande. Sans cet apport, la stabilité du système devient fragile, très fragile. Et là, arrête-toi une seconde. Quand Trump dit « Nous n'avons pas besoin du Canada », il ne parle pas seulement de commerce. Il parle d'un pays qui, chaque jour, contribue à chauffer des maisons américaines, à alimenter des hôpitaux, à empêcher des blackouts. Ce décalage entre le discours et la réalité n'est pas anodin. Il est explosif. Mais voici la partie que personne n'ose dire frontalement. Une relation aussi intégrée ne peut pas être renégociée sans dégâts. Elle peut seulement être préservée
ou brisée. Et quand elle se fissure, ce ne sont pas les slogans qui encaissent le choc, ce sont les consommateurs, les entreprises, les travailleurs. Et ce qui rend cette situation encore plus dangereuse, c'est que l'énergie n'est que le début. Parce que dès qu'on quitte les pipelines et les lignes électriques, on entre dans un réseau encore plus dense, encore plus imbriqué, celui du commerce réel, des usines, des chaînes de production. Et là, les chiffres deviennent franchement vertigineux. C'est ici que l'histoire prend une autre dimension. Alors, regarde ce qui se passe quand on élargit le cadre. Pas l'énergie cette fois, mais le commerce dans son ensemble. En 2024, le Canada n'était pas un partenaire parmi d'autres. C'était la première destination des exportations américaines, devant l'Union européenne, devant la Chine. Les entreprises américaines ont vendu pour 350 milliards de dollars de biens au Canada en une seule année. Ce chiffre seul devrait déjà faire réfléchir. En face, les États-Unis ont importé environ 413 milliards de dollars de biens canadiens. Oui, cela crée un déficit d'environ 62 milliards sur les biens. Et c'est exactement ce chiffre que Trump met en avant pour justifier son discours. Mais c'est ici que l'analyse officielle s'effondre, parce qu'elle omet volontairement une partie essentielle de l'histoire. Quand on inclut les services, pas seulement les marchandises, les États-Unis dégagent en réalité un excédent vis-à-vis du Canada. L'écart total se réduit fortement autour de 35 à 45 milliards selon les méthodes de calcul. Mais même ce chiffre est trompeur, parce qu'il suppose que le commerce fonctionne comme un jeu à somme nulle, un gagnant, un perdant. Or, ce n'est pas comme ça que cette relation fonctionne. Environ la moitié des échanges entre les deux pays ne sont pas des produits finis. Ce sont des composants, des matières premières, des pièces intermédiaires qui traversent la frontière plusieurs fois avant qu'un produit final n'existe. Prends l'industrie automobile. Quand un pick-up sort d'une chaîne d'assemblage dans le Michigan, certaines pièces ont franchi la frontière canado-américaine 3, 4, parfois 5 fois. L'acier peut venir de l'Ontario, être formé dans l'Ohio, retravaillé au Canada, puis revenir aux États-Unis pour l'assemblage final. Et c'est là que le récit bascule. Parce que dans ce système, imposer des tarifs ne punit pas l'autre. Ça frappe la chaîne elle-même. Chaque passage devient plus cher. Chaque aller-retour accumule du coût. Et à la fin, ce ne sont ni les gouvernements ni les slogans qui paient la facture, ce sont les entreprises et les consommateurs. Maintenant, remarque ce détail que presque personne ne souligne. Le Canada dépend massivement du marché américain, c'est vrai. Environ 76 % de ses exportations de marchandises vont vers les États-Unis. Mais cette dépendance est précisément ce qui a permis aux entreprises américaines de bâtir des chaînes de production optimisées, rapides, peu coûteuses. Cette relation n'est pas asymétrique, elle est codépendante. Alors, quand des tarifs de 25 % sont imposés sur ce système, ce n'est pas une pression ciblée. C'est un choc systémique. Et ce choc, on commence déjà à le voir apparaître, presque en temps réel. Pas dans les discours, dans les chiffres, dans les flux, dans les décisions silencieuses prises par les entreprises. Et c'est ici que la situation cesse d'être théorique. Parce qu'à partir de ce moment-là, les conséquences ne sont plus futures, elles sont en cours. Parce que quand ce système est frappé, il ne se fissure pas lentement, il décroche. Les tarifs imposés début 2025 n'ont pas provoqué un simple ajustement. Ils ont déclenché une rupture brutale. En avril, les exportations canadiennes vers les États-Unis ont chuté de 26 % par rapport à leur pic de janvier. 26 % en quelques mois. Ce n'est pas une correction, c'est un effondrement. Les provinces les plus exposées l'ont ressenti immédiatement. En Ontario, cœur industriel du pays, des usines ont ralenti ou suspendu leur production. En Alberta, des projets ont été gelés. Des entreprises ont annulé des investissements, non pas parce que la demande avait disparu, mais parce que l'accès au marché américain était devenu instable. Et dans une économie intégrée, l'instabilité est un poison. Mais voici le détail que beaucoup ont raté. Ce choc n'a pas été unilatéral. En avril 2025, les importations américaines totales ont chuté d'environ 20 %, la plus forte baisse mensuelle depuis la crise financière de 2009, pandémie exclue. Pourquoi? Parce que quand tu imposes des tarifs sur une partie massive de tes propres chaînes d'approvisionnement, tu te frappes toi-même. Les entreprises américaines n'ont pas applaudi. Elles ont absorbé des hausses de coûts soudaines sur l'acier, l'aluminium, les composants industriels. Leurs marges se sont comprimées et silencieusement,
elles ont commencé à faire ce que font toujours les entreprises dans ces situations. Réduire les embauches, reporter les expansions, préparer des licenciements. Pour les consommateurs, l'effet n'est jamais immédiat. Il arrive avec un léger retard. Et c'est là que la pression commence à monter. L'inflation, qui commençait à se calmer, a recommencé à donner des signes de tension. La Réserve fédérale observe. Les marchés deviennent nerveux. Des économistes de tous horizons utilisent les mêmes mots, blessures auto-infligées, erreurs non forcées. Mais le plus dangereux n'est peut-être pas économique. C'est ce qui se passe quand tu traites ton allié le plus proche comme un adversaire. Pour la première fois dans l'histoire moderne, un premier ministre canadien a déclaré publiquement que les Canadiens vivaient désormais des jours sombres provoqués par un pays que nous ne pouvons plus considérer comme digne de confiance. Et il a nommé ce pays, les États-Unis. À partir de ce moment-là, quelque chose s'est cassé, pas dans les tableaux Excel, dans la relation elle-même. Et quand la confiance disparaît, les conséquences dépassent toujours les chiffres. Parce que lorsque la confiance se brise, la réaction n'est plus rationnelle. Elle devient identitaire. Et au Canada, ce basculement a été rapide, brutal. Selon les sondages réalisés en 2025, 90 % des Canadiens rejettent catégoriquement toute idée d'annexion par les États-Unis. 90 %. Dans un pays rarement unanime sur quoi que ce soit, ce chiffre est sidérant. Mais il y a plus frappant encore. Un autre sondage révèle que 82 % des Canadiens préféreraient redevenir un dominion de l'Empire britannique plutôt que d'être intégrés aux États-Unis. Prends une seconde pour mesurer ce que ça signifie. Un pays qui a passé des décennies à affirmer son indépendance préférerait faire marche arrière historique plutôt que d'accepter l'idée américaine telle qu'elle est aujourd'hui perçue. Ce n'est pas symbolique, c'est mesurable. Les campagnes achetées canadiens ont explosé. Les consommateurs évitent volontairement les produits américains. Les voyages automobiles vers les États-Unis ont chuté de 31 % sur un an. Pas à cause de l'essence, pas à cause du taux de change, mais parce que des millions de Canadiens ont décidé de ne plus dépenser leur argent dans un pays dont le président parle de leur nation comme d'un actif à acquérir. Et ce ressentiment ne s'est pas arrêté au comportement individuel. Ottawa a répliqué. Des tarifs de représailles sur 30 milliards de dollars de produits américains ont été mis en place. Et une seconde vague, visant jusqu'à 125 milliards, a été explicitement évoquée si l'escalade continuait. Ce n'est plus une posture, c'est un compte à rebours. Puis il y a eu un moment qui aurait été impensable quelques années plus tôt. Des responsables provinciaux ont publiquement évoqué la possibilité de couper les exportations d'électricité vers certains États américains, notamment le Michigan, le Minnesota et New York. L'idée a été abandonnée. Mais le simple fait qu'elle ait été discutée marque un point de non-retour psychologique. Parce qu'à partir de là, l'énergie n'est plus seulement un flux économique, elle devient un levier politique. Et quand des alliés commencent à envisager ce type de pression, quelque chose de profond a déjà été endommagé. Très peu de relations internationales survivent longtemps à ce stade, parce qu'à partir de ce point, le débat ne concerne plus les tarifs. Il concerne le langage du pouvoir. Trump ne s'est pas contenté de menacer économiquement le Canada. Il a répété publiquement que le pays vit grâce aux États-Unis. Il a suggéré que le Canada serait mieux loti en tant qu'État américain. Il a appelé des premiers ministres des gouverneurs. Ce ne sont pas des maladresses. C'est une remise en cause directe de la souveraineté canadienne. Et c'est précisément pour cette raison que des observateurs internationaux ont commencé à faire des parallèles qu'on n'entendait jamais auparavant. Le ton, la logique, l'idée qu'un voisin n'est pas vraiment indépendant, que sa souveraineté est conditionnelle, que son absorption serait naturelle, voire bénéfique. Ce sont exactement les schémas de discours utilisés par la Russie à propos de l'Ukraine, par la Chine à propos de Taïwan. Et là, l'impact dépasse largement l'Amérique du Nord. Les alliés de l'OTAN observent, parce que si les États-Unis sont prêts à exercer une coercition économique sur leur allié le plus ancien, le plus stable, le plus proche géographiquement, une question devient inévitable. Qu'est-ce qui protège réellement les plus petits partenaires? Mais cette crédibilité ne se décrète pas, elle se construit lentement et elle se détruit très vite.
quand Trump évoque l'usage de la force économique pour acquérir le Groenland, quand il remet en cause le statut du canal de Panama, quand il banalise l'annexion comme outil politique, il ne crée pas seulement de la controverse. Il fissure la perception même de la fiabilité américaine, parce qu'une fois que l'adaptation commence, le mouvement est difficile à inverser. Les entreprises canadiennes ne quittent pas le marché américain par idéologie. Elles le font par nécessité. L'Europe devient une alternative, l'Asie aussi, lentement, laborieusement, mais concrètement. Chaque nouveau contrat signé hors des États-Unis, chaque chaîne d'approvisionnement réorganisée pour éviter les tarifs, chaque investissement redirigé ailleurs crée une nouvelle normalité. C'est là que deux trajectoires très différentes se dessinent. Dans la première, la tension continue de monter, les tarifs s'installent, les représailles suivent. L'accord commercial nord-américain arrive à son réexamen en 2026 dans un climat empoisonné. Trump a déjà laissé entendre qu'il est prêt à laisser l'accord s'effondrer. S'il le fait, les protections qui maintiennent encore une partie du commerce disparaissent. Les économistes anticipent alors une contraction sévère de l'économie canadienne, mais aussi un choc significatif côté américain. Dans l'autre trajectoire, plus étroite, plus fragile, une désescalade devient possible. Un compromis est trouvé. Une concession symbolique est présentée comme une victoire. Le commerce reprend. Mais même dans ce scénario, quelque chose a changé pour de bon. La certitude, la confiance automatique, l'idée que cette relation est acquise. Alors, ramenons tout à l'essentiel. Quand Trump dit que l'Amérique n'a pas besoin du Canada, ce n'est pas seulement une erreur factuelle. C'est une relecture complète de la réalité. Parce que l'économie américaine telle qu'elle existe aujourd'hui a été construite sur une hypothèse simple. Le Canada serait toujours là. La dépendance n'est pas une faiblesse quand elle est réciproque. C'est une force. Les chiffres, eux, ne négocient pas. Et quand on tente de les ignorer, la réalité finit toujours par présenter la facture. La vraie question est celle-ci. Que devient une superpuissance quand ses alliés commencent à agir comme si elle n'était plus fiable? C'est cette dynamique que nous sommes en train d'observer en temps réel. Si tu veux comprendre ce qui se cache derrière les grandes déclarations, au-delà du théâtre politique, abonne-toi. Et dis-moi en commentaire, penses-tu que cette relation peut encore être réparée ou assistons-nous à une rupture durable?